Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce premier jour de déconfinement. On se retrouve ce matin pour notre 5e épisode de notre série sur l'export face au Covid, réalisé par Team France Export et Vitisphère. Aujourd'hui, nous allons explorer les marchés du vin et spiritueux en Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande et Vietnam, des pays qui ont été impactés de façon très différente par l'épidémie. J'espère que tout le monde a son petit café ou son thé. Nous allons pouvoir nous déconfiner virtuellement et on s'envole vers l'hémisphère sud, direction la zone ASEO. En premier lieu, j'accueille Santiago Diaz-Ehrenschmidt, chef du service vin, spiritueux, bière et cidre de chez Business France. Santiago, bonjour, comment allez-vous ce matin ? Bonjour Marion, merci. Effectivement, ce premier jour de déconfinement, il pleut aussi à Paris, mais c'est aussi le début des Saints de glace qui, j'espère, ménageront toute la profession cette année qui a besoin de réconfort. Bon, merci à toute la profession qui est solidaire en ce moment et qui fait le relais de ces webinaires, donc en particulier les agences régionales de développement, le CNIV, les interprofessions. Vitisphère et la Team France Export, je vous le rappelle, nous sommes unis pour vous accompagner et vous préparer le mieux possible à cette reprise. Et donc, sur le site de Vitisphère, vous retrouvez le jour d'après du webinaire. Tous les webinaires restent en ligne. Et donc, vous avez pour l'instant 4 autres webinaires et celui d'aujourd'hui, vous le retrouverez dès demain, je crois, Marion. Sur le site de teamfrance-export.fr, vous pouvez aussi trouver le suivi de la situation dans le monde entier du Covid-19, ainsi que les informations sur les aides et plans de soutien du gouvernement. Vous n'oubliez pas aussi que vos conseillers internationaux de proximité de la Team France Export sont à votre entière disposition pour vous aider aussi à vous accompagner dans ce moment de reprise. Donc je vous souhaite à tous un très bon déconfinement, une très bonne reprise d'activité export dès que possible. Merci Marion. Merci Santiago et merci à tous nos partenaires et surtout à vous tous qui relayez ces webinaires autour de vous et sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que parmi ceux qui nous écoutent ce matin, il y a nos habitués et ils savent déjà utiliser ce webinaire et son mode de fonctionnement. Mais pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais vous expliquer comment nous allons fonctionner. Dans un premier temps, les experts Team France Export vont prendre la parole pour partager avec vous leur exposé. Puis, ce sera le temps des questions-réponses. Pour poser vos questions, vous pouvez le faire soit par écrit, soit par oral, grâce aux 2 outils dédiés sur la console qui se trouvent à droite de votre écran. Pour les questions écrites, ouvrez la console à droite de l'écran en cliquant sur la flèche. Tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de les poser à votre place et éventuellement de regrouper les questions qui portent sur un même sujet. Pour les questions orales, vous cliquez sur la main. Quand le voyant devient vert, vous avez la parole. Si vous avez cliqué par erreur, pas de panique, vous pouvez recliquer pour désactiver la demande. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Et sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir nos 4 intervenants. Tout d'abord, Armelle, vous êtes directrice pays et coordinatrice de la filière Agro-Business France en Australie. Moine Fan, vous êtes chargée d'affaires Export Business France en Thaïlande. Wan, vous êtes chargé de développement Business France au Vietnam. Et Jérôme, vous êtes vice-président Wine Gallery à Bangkok. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Armelle. Armelle, vous allez nous présenter brièvement cette zone ASEO. Armelle, c'est à vous. Armelle, voilà, mon micro est activé. Bonjour à tous. Merci pour votre participation et votre présence ce matin à ce webinaire. Donc, je vais rapidement vous présenter cette zone ASEANO. Déjà, le nom n'est pas forcément un nom très familier pour tout le monde. Et quand vous voyez cette carte, vous voyez que c'est une zone qui a la particularité d'être très morcelée. Puisqu'elle est composée de 11 pays, ce qui représente à peu près 680 millions d'habitants, mais avec de grandes différences entre les pays, puisque la population varie de 5 à 260 millions d'habitants, et surtout le niveau de vie varie de 1 à 44 en termes de PIB par habitant entre le Myanmar et Singapour.
Si l'on schématise un petit peu cette zone par rapport au marché des vins et spiritueux, on distingue 3 grandes catégories de pays. Tout d'abord, des pays que l'on peut qualifier d'émergents par rapport à nos produits. Ce sont des pays comme l'Indonésie, la Malaisie, le Myanmar ou encore le Cambodge, qui sont des pays encore fortement consommateurs essentiellement de bière, mais dans lesquels la demande de vins et spiritueux, en particulier français, est en très forte augmentation, avec une image de la France positionnée sur du haut de gamme et une garantie de produits de qualité. Deuxième catégorie de pays, qui sont des pays que l'on peut qualifier de pays avec des marchés du vin et des spiritueux en expansion, c'est le Vietnam et la Thaïlande, que mes collègues vous développeront tout à l'heure. Des pays qui sont déjà consommateurs de vin, en particulier de vin rouge, mais avec la particularité d'être très ouverts et curieux, avec une ouverture à de nouveaux types de produits et de nouvelles consommations. Enfin, troisième type de marché, des marchés matures, que sont Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On y reviendra là aussi tout à l'heure, avec des consommateurs très connaisseurs, mais également très ouverts à la découverte de nouveaux produits. Ce qui caractérise ces marchés, c'est un certain nombre de similitudes et de différences. Parmi les similitudes, la première, c'est que la France est, pour la plupart de ces marchés et globalement sur la zone, le premier pays fournisseur en valeur et en volume dans la plupart des pays. Ce sont également des marchés qui ont comme caractéristique commune d'être très dynamiques, en forte croissance, avec une croissance moyenne de plus de 20% entre 2018 et 2019 sur l'ensemble des produits, mais avec des différences assez significatives en fonction des pays, ce qui là aussi ouvre des perspectives intéressantes sur la plupart des produits. Si on schématise là encore, la croissance est portée par des pays comme le Vietnam et la Thaïlande sur la croissance en volume des exportations françaises de vin, par des marchés tirés par davantage le Vietnam ou l'Indonésie pour les spiritueux et par les pays émergents sur la croissance de consommation en volume pour la bière. On a également un certain nombre de tendances globales à cette zone ASEANO qu'on souhaitait partager avec nous. La première des tendances, c'est une très forte progression du marché des vins rosés qui sont en plein essor sur plusieurs pays, en particulier la Thaïlande, également le Myanmar et l'Australie-Nouvelle-Zélande. Deuxième tendance, une forte demande pour les vins rouges premium, en particulier sur le Vietnam, ou pour des vins rouges un peu plus moyenne gamme, notamment en Indonésie et en Malaisie. Troisième tendance, champagne et bulles, marché en très forte croissance en Australie, Nouvelle-Zélande, Thaïlande, Myanmar ou encore Cambodge. Enfin, sur le marché des bières, on a deux tendances qui sont en train de voir le jour. Premièrement, une tendance autour des bières artisanales, en particulier sur les marchés matures, que sont l'Australie, Nouvelle-Zélande ou Singapour, et sur des bières plus moyenne gamme, en particulier sur Vietnam et Thaïlande. Voilà un peu ce qui peut être le panorama de la zone. Vous voyez s'afficher des données un peu plus chiffrées. On pourra répondre à vos questions si vous en avez d'autres tout à l'heure. Et je vous propose que l'on aborde maintenant le focus un peu plus particulier sur Australie, Nouvelle-Zélande. J'associe ces deux pays et lorsqu'il y a des spécificités propres à l'un ou l'autre, je le signalerai. Australie et Nouvelle-Zélande, ce sont donc deux marchés relativement faibles en termes de population, 25 millions d'habitants pour l'Australie, à peu près 5 millions d'habitants pour la Nouvelle-Zélande, des marchés avec un très fort pouvoir d'achat. Et dans ces deux pays, la particularité, c'est que ce sont des pays producteurs de vin, fortement producteurs de vin, fortement consommateurs de vin, avec une consommation moyenne de vin par habitant de l'ordre de 24 litres, et des pays qui ont un réel engouement pour la culture du vin. Bien que producteurs, ce sont également deux pays qui sont fortement importateurs, avec des importations qui représentent à peu près 30% de la consommation globale de vin. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, la France figure en très bonne place, première en valeur dans les importations de vin venant de l'étranger. Dernière caractéristique globale pour ces pays, la répartition de la consommation entre le off-trade et le on-trade.
environ 70 à 80% des ventes se font en off-trade et vous allez le voir avec des évolutions liées à cette période de Covid un petit peu particulière. On peut peut-être passer à la diapo suivante, à moins que j'arrive à le faire. On va voir si ça passe. L'impact de cette période de Covid, je suis passée assez vite sur la diapo précédente, puisque ce qui était vrai la semaine dernière ne l'est plus cette année, enfin cette semaine. Les deux pays sont en voie de déconfinement, même si le déconfinement était assez partiel, avec une réouverture progressive et en Australie différente selon les États, donc réouverture progressive d'un certain nombre de lieux publics et en particulier les cafés et restaurants. L'impact global du Covid sur l'économie a été et est et va être majeur dans ces deux pays, en particulier en termes d'impact sur l'emploi. Vous le voyez sur la diapo, déjà plus d'1 million d'Australiens ont perdu leur emploi. Le taux de chômage était très très faible, tant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande. On était quasiment au plein emploi. Et le taux de chômage est attendu autour de à peu près 10% au cours des prochains mois. Et les dernières études parues ce matin annonçaient un retour autour des taux de 5% actuels, pas avant 2024. L'impact a été très très fort sur tous les secteurs liés au tourisme, puisque les premières mesures prises par ces deux pays ont été une fermeture des frontières qui devrait durer encore pendant plusieurs mois, voire jusqu'à la fin de l'année pour le tourisme, en tout cas en ce qui concerne l'Australie. L'autre gros impact, ça a été bien sûr la fermeture des restaurants et des bars, dont un très gros impact sur le secteur de l'hospitality, et également un impact en termes de logistique avec des difficultés d'approvisionnement et surtout un très fort renchérissement des coûts de transport et en particulier des coûts de transport internationaux avec une raréfaction des moyens de transport et en particulier du fret aérien. Alors, l'impact sur le marché et les marchés qui nous intéressent aujourd'hui, je vais à la fois l'évoquer en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. En termes qualitatifs d'abord, le premier gros impact, ça a été évidemment un déplacement de la consommation du on-trade vers une consommation plus intime à la maison, en particulier en Australie, avec une tendance globale à boire plus régulièrement. Un récent sondage faisait état que 20% de la population déclare boire plus régulièrement. À peu près un tiers déclare boire une boisson alcoolisée au moins une fois par jour. Et ceci en particulier sur la génération X, donc la génération des 35-50 ans, alors que la génération Z, les plus jeunes, ont l'impression de boire moins qu'avant en raison de la fermeture des lieux publics et en particulier des pubs pour l'Australie. Autre tendance également, une pause temporaire en tout cas de la tendance à la premiumisation de la demande avec un focus davantage sur des produits moins chers, un comportement assez typique effectivement en période de crise, une recherche de produits et d'achats plus raisonnables, encore plus puisqu'on consomme à la maison, donc il y a moins cet effet social qu'il pouvait y avoir auparavant. Enfin, dernière tendance et tendance extrêmement forte, évidemment un très fort développement des ventes online avec tout un réseau et un système de livraison sans contact qui se sont très rapidement développés au fil des dernières semaines et qui, on en parlera tout à l'heure, devraient continuer à prendre une place importante dans les habitudes de consommation dans ces pays. Je soulignerai juste un autre phénomène que l'on a vu en particulier en Australie, qui est la mise en vente de leur stock de vin par les restaurants qui affichent avec une table à l'extérieur de leur point de vente, enfin de leur restaurant, des bouteilles en vente à prix d'achat ou en tout cas à prix fortement réduit pour venir déstocker pendant cette période pendant laquelle ils ne travaillent pas. En termes d'impact, donc là j'ai parlé des aspects plus qualitatifs. Au niveau quantitatif, globalement, la consommation qui avait lieu sur en réseau CHR n'a pas été complètement compensée, même par l'augmentation de la consommation à la maison. Donc, on a globalement, même si on n'a pas encore les derniers chiffres, une tendance à la baisse en volume de la consommation, une tendance à la baisse également en valeur de la consommation. Et la deuxième grande tendance
quantitative, c'est une énorme augmentation des ventes online, avec sur le mois de mars une augmentation de 80% des ventes online par rapport au même mois l'année précédente. Alors, où on en est, qu'est-ce qu'on peut imaginer et anticiper comme évolution? Qu'est-ce qui, dans ces évolutions conjoncturelles, pourrait devenir structurel? Difficile à dire, mais on voit quand même plusieurs éléments qui ressortent des enquêtes et des échanges qu'on peut avoir ici sur le terrain et sur place dans nos pays. D'abord, on anticipe un maintien de cette tendance à une augmentation de la consommation de manière privée à la maison et de manière régulière. Alors, est-ce que ce sera au détriment ou en plus de la consommation à l'extérieur? On verra, parce que l'ensemble des cafés et restaurants vont rouvrir, mais en tout cas, cette tendance devrait rester dans les habitudes de consommation de la population. Bien sûr, le online et la prise d'habitude de se faire livrer son vin étaient vraisemblablement une tendance qui va rester et qui devrait continuer à augmenter. En revanche, on a des tendances de fond qui, là aussi, devraient rester dans cette période de sortie de crise avec une forte incertitude et, comme je le disais tout à l'heure, une crainte de récession et en tout cas des incertitudes sur le maintien de l'emploi. Donc ça risque de se faire au détriment des vins les plus haut de gamme, mais d'aller plutôt chercher des produits avec des prix raisonnable. C'est également une recherche et un focus sur des marques que l'on connaît, des marques qui inspirent confiance, et également un certain patriotisme avec une tendance à aller chercher des produits locaux ou en tout cas à aller soutenir des initiatives ou des communautés locales. Ceci dit, lors des derniers sondages, à peu près un quart des personnes sondées déclarent que le Covid les amène à rechercher à se faire plaisir, profiter de la vie et affirment avoir envie d'aller découvrir des nouveaux vins et d'être prêts à se faire plaisir en mettant le prix dans une bouteille vraiment destinée à un achat plaisir et au fait de profiter de la vie et de la liberté qu'ils pensent avoir retrouvée. Pour finir et en conclusion, quelle stratégie pour la sortie de crise? On a 3 mots-clés qui résument un petit peu les tendances et les conseils qu'on peut partager avec vous. C'est adaptation, agilité, appropriation. On parle ici en Australie d'une stratégie de pivoting autour des nouvelles tendances avec ce qu'on appelle le new normal, qui n'est pas la même chose que le normal que l'on pouvait avoir auparavant. Et c'est une tendance qui va se sentir d'abord autour du mode de distribution. Il est vraiment important d'être à l'écoute et de faire ce pivot autour de l'évolution des modes de distribution sur tout ce qui va être e-commerce, sur également la vente auprès des grandes surfaces ou des cavistes, avec des gammes adaptées aux nouveaux besoins de la population, mais surtout une communication qui doit évoluer, qui doit prendre en compte les évolutions qu'on a évoquées tout à l'heure, tant en termes de contenu, en jouant sur cet aspect confiance que j'évoquais tout à l'heure, sur le storytelling, sur la notoriété et l'image qui est dégagée autour de la marque des produits. Et également, j'évoquais aussi tout à l'heure la notion de soutien à la communauté, ce qu'on appelle ici le do good, et qui doit être pris en compte dans les stratégies de communication, que ce soit par la mise en place de campagnes autour de dons de produits, de participation à des initiatives communautaires, par exemple. Tout ce qui est communication, bien sûr, autour du digital, il y a certainement des réorientations des budgets marketing à envisager. Travailler les sites web, attention à la traduction, attention également à bien penser à mettre les prix dans la devise locale, jouer à fond sur les réseaux sociaux pour créer et maintenir un lien avec ses clients et avec le marché. Et puis, ne pas hésiter à innover, à mettre en place des testings online, des masterclass online, des concours et profiter de toutes ces tendances que le Covid nous a permis de tester pour pouvoir revoir la stratégie, revisiter la stratégie et profiter de l'opportunité et du potentiel que représentent ces marchés. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose qu'on continue ce petit tour d'Azeano et je vais tout de suite passer la parole à Moine Phan qui va vous expliquer les tendances sur le marché de la Thaïlande. Merci encore.
Merci Armel et bonjour à tous. Bon, pour la Thaïlande, c'est un pays avec 69 69 millions d'habitants. Le taille de marché, il y a 16 millions de Thaïlandais, soit 23% de la population du pays qui consomme de boissons alcoolisées. Le marché thaïlandais est dominé par les bières de 73% de bière et 26% de spiritueux, et le vin, c'est juste 1% pour l'instant. L'encanderie et les mix spirits fabriqués localement sont les spiritueux les plus consommés en Thaïlande, du fait que le prix est plus abordable et les spiritueux importés sont très demandés. Par contre, dans les grandes villes, notamment les villes touristiques comme Bangkok, Pattaya, Phuket et Chiang Mai. Les ventes des boissons alcoolisées en Thaïlande devraient atteindre 3 milliards de litres entre 2023 avec une croissance annuelle de 1,6%. Bon, pour la tendance du marché, tendance de consommation globale depuis quelques années, évolution de demande en vin importé de qualité a été favorisée par les consommateurs thaïlandais. Les cépages les plus populaires auprès des Thaïlandais sont Cabernet Sauvignon, Shiraz, Merlot, Pinot Noir pour les vins rouges et Chardonnay, Sauvignon Blanc pour les vins blancs. Et il y a quand même une demande de bière premium en Thaïlande, même si c'est pas une grand volume, mais c'est un choix pour les nouveaux consommateurs qui préfèrent tester les produits différents avec la qualité premium. Et on va retourner regarder sur la situation actuelle du marché par rapport à la crise de coronavirus. Comme la Thaïlande est un pays destinataire pour les touristes chinois, le pays a été beaucoup impacté par cette épidémie dès le début. On a trouvé le premier cas depuis janvier et aujourd'hui, il y a environ 3000 cas avec une cinquantaine de cas de décès. Il y a plusieurs mesures de prévention ont été appliquées comme la mise en quarantaine et le suivi de personnes en provenance de zones épidémiques. On est obligé de porter le masque quand on sort de la maison, et il y a toujours la frontière est toujours fermée et strictement contrôlée. Il y a annulation des événements grand public et puis limitation des services dans les restaurants, des cafés. On n'est plus encouragé les restaurants à faire les plats à emporter plutôt que services sur place. Il y a la fermeture totale des bars, cinémas, salles de gym, les centres commerciaux, etc. Et pour la Thaïlande, on n'a pas de confinement total comme en France, mais on a le couvre-feu entre 22 heures jusqu'à 4 heures de 3 villes au 31 mai pour tout le pays. Et on va regarder rapidement sur l'impact et conséquences de l'épidémie. Bien sûr, il y a un fort impact sur tous les secteurs, notamment le tourisme, qui représente 18% de PIB du pays. Normalement, on recevait, par exemple, en 2019, on a reçu 39 millions de touristes en Thaïlande. Et cette année, il y a, je pense, au moins 30-40% de baisse. Une baisse de l'arrivée de touristes à cause du Covid. Il y a un gros impact sur les services, sur la restauration et l'hôtellerie, etc. Une baisse de consommation chez les habitants, les achats concentrés plutôt sur les produits essentiels. Il y a l'augmentation du taux de chômage à 1%,
avec une baisse du BIP de moins de 5% au premier trimestre. C'est le plus faible depuis 10 ans. Concernant le secteur d'un spiritueux bière, il y a l'interdiction vente de boissons alcoolisées du 10 avril au 2 mai. Conséquence, les ventes de boissons alcoolisées ont baissé au moins 80% en avril. La Thaïlande commence à sortir de la crise de Covid depuis 3 mai. On a trouvé moins de cas, moins de dizaines de cas depuis 2 semaines déjà. Donc, le gouvernement a décidé de débloquer le lockdown en première phase avec la réouverture des restaurants, des cafés et des points de vente de boissons alcoolisées. Par contre, il y a toujours l'interdiction de vendre boissons alcoolisées au restaurant. Pour les hôtels, c'est le secteur le plus qui a plus de challenges, comme la frontière est toujours fermée. La plupart des hôtels ont décidé de fermer au moins jusqu'à fin mai. La réouverture des hôtels prévue plutôt en juin ou juillet, selon la situation et selon la décision de management de chaque hôtel. Pour les canaux de distribution qui sont bloqués pendant la crise de Covid, bien sûr que c'est les restaurants, les hôtels, les bars, les workshops, les centres commerciaux. Par contre, le canal qui est en développement, ce sont la vente en ligne. Les importateurs de vin et des boissons alcoolisées, en général, proposent la vente en ligne avec une promotion de livraison gratuite, avec une promotion de prix intéressant pour promouvoir la vente des produits alcoolisés. Et ils sont diffusés plutôt sur les médias sociaux comme Facebook, Instagram, site internet, etc. La vente au magasin surface est en double, car les consommateurs habituels de vin spiritueux continuent leur consommation à domicile. Et ainsi que la vente en ligne des chaînes supermarchés a devenu un canal de distribution importante pour les achats des produits des boissons alcoolisées. Bon, bien sûr qu'il y a une baisse de consommation au moins 30% prévue cette année pour les produits de vin spiritueux, même la bière. Bon, je vais terminer plutôt pour la Thaïlande et maintenant je vais laisser la parole à Oanh, ma collègue au Vietnam. Merci pour votre attention. Merci Mun Phan. Bonjour du Vietnam. En fait, le Vietnam fait partie d'un des pays où la croissance du secteur de vin et spiritueux est plus dynamique dans la zone, avec un chiffre de plus de 8% chaque année. Et parmi la population de 95,5 millions d'habitants, plus de 86% des hommes et 31% des femmes consomment des boissons alcoolisées au Vietnam. La bière reste tout le temps le boisson plus consommé au Vietnam. Malgré ça, les consommateurs vietnamiens commencent petit à petit à boire du vin. Les vins tranquilles représentent 80% du total des ventes de vin, donc 70% de vin rouge. Le Bordeaux est l'appellation de vin préférée des Vietnamiens grâce à l'histoire de la France avec le Vietnam et représente 70% des vins français importés. La tendance chez nous, c'est en fait le fait de boire du vin et devient de plus en plus chic et élégant et avec les avantages pour la santé. Donc, les consommateurs vietnamiens commencent de plus en plus à s'intéresser à consommer du vin au lieu de la bière ou de l'inconfort. La France reste toujours leader sur notre marché en ce qui concerne le vin et de spiritueux.
et comment le Covid a été impacté au Vietnam. En fait, comme étant le pays voyant très proche avec la Chine, le Vietnam a été impacté par l'épidémie de Covid dès le début. Le premier cas a été détecté le 23 janvier 2020, c'était en chinois. Et puis après, c'est le premier phase avec les 16 cas venant toutes de la Chine. Et puis, on a le deuxième phase qui sont les patients venant d'Europe. Et à l'heure actuelle, on n'a que 288 cas avec la moitié venant d'étrangers. Donc, 223 cas ont été guéris et on n'a heureusement aucun cas de décès jusqu'à ce moment. Et pour arriver à ce bon résultat, le gouvernement a appliqué des mesures de prévention très fortes, vraiment très fortes dès le début, c'est-à-dire comme mise en quarantaine des cas positifs et aussi des gens qui venant des zones épidémiques pour éviter la contamination dans le grand public. Porter des masques et utilisation des produits désinfectation, c'est obligatoire chez nous et ça a créé des manques de masques ou des produits en premier temps au début de l'épidémie, mais maintenant on a pu assurer le stock et aussi en autre mesure comme fermeture de l'école depuis fin janvier. En fait, les enfants, ils ont eu les vacances de Nouvelle An depuis fin janvier et depuis, il n'a pas l'école est fermée pendant 3 mois à cause du Covid. Et on a aussi les frontières fermées strictement et contrôlées avec les pays. En premier temps, on a fermé les liaisons avec la Chine et puis après avec les pays en Europe et puis après en fait presque tous les pays dans le monde. Et il y a aussi les annulations des événements grand public comme dans tous les pays, isolement et désinfectation des villages ou des quartiers, mais vraiment, par exemple, quand il y a un cas qui a été détecté positif, le bloc entier de l'appartement ou le village ou le quartier ont été bloqués pendant 2 semaines pour éviter toute contamination. Au Vietnam, on n'a pas comme dans tous les pays, c'est le confinement. Chez nous, il y a seulement la distanciation sociale et qui a commencé depuis 1er au 22 avril pour tout le pays. Et aussi, ce qui impacte fort pour la consommation des produits alimentaires, poissons alcoolisés, c'est la limitation et fermeture totale des restaurants, des bars, des cafés, karaokés pendant un certain temps, pendant 2-3 mois chez nous. Je passe au slide suivant pour parler des impacts. Ouais. Les conséquences causées par le COVID chez nous, c'est il y a beaucoup de secteurs qui ont été touchés comme le tourisme, hôtellerie, services, restauration. Comme le Vietnam est un pays qui dépend beaucoup au tourisme, donc avec la crise par la Chine, on a moins de touristes chinois. Et puis après, les autres pays asiatiques comme Corée, Japon. Et ensuite, c'est venant de l'Europe, les touristes venant de l'Europe. Donc, il y a un fort impact sur ce secteur. Il y a beaucoup d'entreprises touristiques ou sinon les hôtels, des restaurants devront fermer à cause de cette épidémie. Et notre pays dépend beaucoup des matières premières. On est un pays producteur, mais presque toutes les matières premières on doit importer. C'est du coup à cause du Covid, il nous manque des matières premières pour les industries. En ce moment, les consommateurs consomment plutôt sur les produits essentiels. Donc, il manque d'achat sur les produits pour le plaisir. L'augmentation du taux de chômage chez nous est à 2,2%. C'est un taux assez élevé en ce moment pour notre pays. Et depuis 10 mois, depuis 10 ans, on a eu un taux de croissance du PIB au premier trimestre qui est le plus faible, c'est de 3,82% seulement. Et la vente des poissons alcoolisés devrait baisser au moins 10%, voire beaucoup plus pendant cette période. Et quelle est la situation actuellement? En fait, le Vietnam fait
partie des rares pays qui commencent à sortir la tête de l'eau vis-à-vis de l'épidémie de Covid. Il n'y a pas de nouveaux cas depuis une quinzaine de jours, sauf quelques cas venant d'étrangers, mais ces gens-là sont tout de suite mis dans des zones de quarantaine. Et la distanciation sociale a été arrêtée. Notre pays commence à reprendre le rythme de vie normalement avec la réouverture de tous les moyens, les écoles, les restaurants, les moyens de transport en début mai. Comme dans tous les pays, les canaux bloqués chez nous qui met un impact fort sur la consommation des produits personnalisés. Ce sont les bars, les restaurants, les centres commerciaux et comme dans tous les pays du monde. Et à cause de ça, il y a certains canaux qui sont en plein de développement, comme la vente en ligne. Est beaucoup développé chez les importateurs pour les vins et spiritueux. Et sinon, les commerçants font des campagnes de promotion sur les réseaux sociaux. Je cite par exemple le cas chez nous, il y a beaucoup d'importateurs qui ont fait plein de campagnes de promotion sur les réseaux sociaux comme Facebook. Zalo, c'est une application vietnamienne email, des offres attractives comme 50% de réduction, livraison gratuite à domicile, buy one, get one. À noter qu'il est très rare que les entreprises dans ce secteur fassent des promotions chez nous et grâce entre guillemets l'épidémie Covid, les consommateurs pouvant profiter plus de promotions sur ces produits. Et en discutant avec certains importateurs, ils restent quand même positifs à la sortie du crise. Et pour eux, ceux qui peuvent tenir maintenant gagneront le succès dans l'avenir. Et je trouve, entre parenthèses, une belle opportunité pour le marché vietnamien. C'est l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne a été signé le 30 juin à Hanoï et rentrera en vigueur cette année. Et avec cet accord, un détalement de droits de douane sera appliqué sur les boissons alcoolisées, en particulier, mais les autres produits en général. Actuellement, les taxes d'importation pour les boissons alcoolisées sont respectivement à la hauteur de 50%, 45% et 35%. Cependant, avec cet accord, ces droits de douane sera totalement disparaître pendant 7 ans pour les vins et spiritueux et 10 ans pour la bière. Et comme les deux marchés ressemblent entre la Thaïlande et le Vietnam, donc du coup, on a décidé de recouper les stratégies et les opportunités. Donc, pour nous, en premier temps, il faut s'informer sur l'évolution de l'épidémie sur chaque pays parce que c'est évolué du jour à jour. Et quelques autres stratégies à appliquer, c'est miser sur les relations à long terme, accompagnement vos contacts pendant la crise et pendant la reprise. Et un effort particulier devrait être fait pour soutenir le secteur au écart. Et les relations rationnelles est primordial pour nos deux marchés, donc retourner au Vietnam et en Thaïlande dès que possible. Et comme le digital a beaucoup développé en ce moment, donc du coup, miser aussi sur le digital avec le e-commerce et les moyens de communication digitaux et miser aussi sur la stratégie de communication digitale, la prospection virtuelle comme le marketplace chez nous et B2B meeting. Et avec la situation maintenant, les tendances de premiumisation a changé chez nous. Les gens cherchent plutôt des prix de bons rapports de qualité et prix et d'entrée de gamme également. Donc, les opportunités, il faut appuyer sur l'image forte et la qualité du vin français pour pouvoir promouvoir les produits
c'est fini pour ma part. Je reste à votre disposition pour toute question. Je laisse ma parole maintenant à Marion pour continuer le webinaire. Merci Wan, et merci pour toutes ces informations et notamment cette évolution au niveau des taxes douanières qui va permettre certainement une pénétration des vins français plus facile. Je me tourne vers Jérôme. Jérôme, vous êtes importateur, distributeur et vous possédez 5 magasins. J'ai envie de vous demander quel est l'impact du Covid sur votre chaîne d'approvisionnement. Alors, oui, bonjour. Bonjour. Alors, un ralentissement, bonjour, bien sûr. Cela dit, comme la consommation locale s'est aussi ralentie, ce n'est pas dramatique. Donc, on a assisté à un retard pour préparer les commandes, puisqu'on avait des retards pour obtenir les documents nécessaires, les gens étant confinés en France, notamment. Par contre, ce qui est un peu plus problématique, c'est que de nombreuses liaisons maritimes ont été annulées au départ de l'Union européenne. Donc, il faut différer des commandes. Mais une fois de plus, ce n'est pas un problème énorme, puisque ici, la consommation a très fortement ralenti. Oui, vous voyez donc sur la présentation que dès le mois de février, puisque la Thaïlande a été un des premiers pays impactés, comme vous l'a dit ma collègue, du fait notamment des nombreux touristes chinois qui viennent en Thaïlande. Vous pouvez voir que dès le mois de février, il y a eu une baisse des importations. Il y a une latence, hein, donc ça veut dire éventuellement que c'était même un peu avant qu'il y avait eu cette baisse d'importation. Une sorte d'anticipation. Pardon? Il y a une sorte d'anticipation en fait? Oui, c'est pas clair. Alors, il faut remettre ça dans le contexte local, c'est-à-dire que dans les pays de la région, la haute saison, ça commence à la mi-novembre jusqu'à la fin février, disons. Et qu'en général, tous les importateurs font des réserves avant et en fonction de la consommation, réapprovisionnent. Mais en général, au mois de novembre, on a des stocks qui sont vraiment complets. Donc, les chiffres sont pas évidents à analyser parce que, comme vous le savez, bon, il y a toujours un délai entre le moment où on commande et le moment où ça arrive. Donc là, ce sont les chiffres des douanes thaïlandaises qui sont basés sur le CIF. Donc, ça veut dire que quand les marchandises sont arrivées ici. Donc, éventuellement, il pouvait même y avoir, avant même le coronavirus, une haute saison qui était moins forte que les autres années, qui a commencé du reste un peu plus tard que d'habitude. Elle a commencé plus à la mi-décembre, alors qu'à d'habitude, c'est mi-novembre. Donc, une difficulté à analyser ce léger ralentissement. Vous avez déjà un peu abordé le fait que les ventes ont été impactées, ont légèrement diminué. Pardon. Vous pouvez nous en dire plus sur comment vous avez vécu ces derniers mois au niveau vente? Alors, au niveau des ventes, c'est bien plus que ça, parce que là, ce sont juste les importations, donc les approvisionnements. En ce qui concerne les ventes de vin, elles ont été beaucoup plus impactées, puisque les restaurants étaient complètement fermés. Du 10 au 30 mai, du 10 au 30 avril, la vente d'alcool a été totalement interdite. Donc non seulement dans les restaurants, mais aussi à la clientèle privée. Que ce soit de la bière, du vin, des alcools forts, c'était strictement interdit pour éviter les regroupements jugés favorisant des cas de contamination. Donc, depuis quelques jours, les restaurants peuvent réouvrir pour servir des clients, mais n'ont toujours pas le droit de vendre des alcools pour consommer sur place. Ils peuvent vendre, comme ils ont des licences, des alcools pour emporter, mais pas pour consommer sur place. Donc, les ventes sont fortement impactées.
comme tous les restaurants, les hôtels étaient fermés, tous les importateurs qui travaillent dans le secteur HoReCa ont été extrêmement impactés. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui ont une clientèle particulière et qui travaillent sur ce secteur. C'est ce qui nous sauve en fait, parce que de ce côté-là, c'est quand même assez actif. Les gens, il n'y a pas eu de confinement obligatoire, c'était un confinement conseillé, et beaucoup de gens se retrouvaient pas faire grand-chose. Il y a un couvre-feu aussi, lui, qui est obligatoire entre 10h du soir et 4h du matin, qui est toujours en vigueur. Donc, les gens se retrouvaient chez eux à pas faire grand-chose. Et ceux qui avaient les moyens, autant se faire plaisir, ils se faisaient de bons repas, et puis ils commandent du vin, ils réapprovisionnent. Donc heureusement, on a ce secteur clientèle privée qui est toujours actif. Et ça représente combien de votre activité? D'habitude, ça représente environ 50%, mais là, ça les a largement dépassés, parce qu'à un moment donné, c'était 100%. Que tous les restaurants tous les bars et restaurants étaient fermés. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça a compensé en fait votre perte sur le circuit CHR? Non, malheureusement pas. Non, ça aurait été difficile quand même. Ça aurait été difficile, surtout en période de haute saison, quand d'habitude les hôtels sont pleins de touristes, où là on a une forte consommation. Et cette clientèle particulière a eu une demande qui a évolué. Est-ce que les cibles de prix ont changé ou ils ont continué à consommer les mêmes types de produits qu'auparavant? La clientèle particulière, celle qu'on a dans ma société, c'est on est positionné haut de gamme, donc c'est ce type de vin qui est surtout commandé. Des grands crus de Bourgogne, de Bordeaux, ou des vins fins d'Italie. C'est surtout dans ce secteur qu'on a des commandes. Donc il n'y a pas eu d'évolution sur les catégories de produits consommés? Toute une partie des produits qui étaient, disons, entrée de gamme et moyenne gamme a disparu des ventes, puisqu'elles étaient vendues par le secteur HoReCa. Le secteur HoReCa étant fermé, il n'y avait plus, et la clientèle particulière que l'on a comme consommateur, eux sont sur les vins fins. Et pour les effervescents, il y a eu des évolutions? Champagne, crément? On n'a pas constaté de différence sur la clientèle particulière. D'accord. Et aujourd'hui, vous anticipez comment l'avenir? Déjà, est-ce que vous avez une visibilité sur la réouverture des hôtels-restaurants? Oui, alors ils seront réouverts, mais on ne sait pas quand ils seront autorisés encore à vendre de l'alcool. Cette dernière semaine, on avait moins de 10 cas chaque jour recensés. On s'achemine vers un déconfinement et on espère normalement les centres commerciaux devraient rouvrir bientôt. Ils vont faire des tests, des essais, mais ça prendra du temps. Toutes les compagnies se disent qu'effectivement il y a un avenir sur le digital, mais on a des contraintes légales très fortes en Thaïlande. Normalement, on ne peut pas vendre par Internet, tout du moins, on n'a pas le droit de montrer les produits. Donc, il y a beaucoup de sites qui sont hors la loi, même des sites qui sont le fait de sociétés très connues. Donc, ça va être difficile de ce côté. Nous, on pense que c'est en créant des partenariats avec les restaurants qui ont beaucoup souffert, les hôtels, en les accompagnant, en leur faisant des conditions plus avantageuses, qu'on pourra, avec eux, grâce à eux et avec eux, reconquérir le marché.
Parce que là, c'est clair que ça va, tout va être changé, à la fois des références, on va être obligé de faire des choix parfois, parce que pendant un temps non déterminé, on ne sait pas encore combien de temps, on va tourner au ralenti. Quand vous dites choix, ça veut dire que vous allez commander moins? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est... Vous allez réorienter vos commandes sur des segments de prix inférieurs, par exemple? Ah ben, c'est certain. Pour des raisons à la fois de stock et de trésorerie, on n'a pas le choix. Et ça, d'ailleurs, parfois, les producteurs en France ou les négociants le comprennent mal. Et ils ont une vision très égocentrique et ne prennent pas en compte les besoins de leurs clients. Nous-mêmes, on est dépendants de nos clients. Si nos clients n'achètent pas ou achètent moins, on est obligé de réduire, bien sûr. Donc, vous en appelez aussi à la solidarité des producteurs et des négociants français pour vous aider à redynamiser vos ventes. Non, il n'y a pas de. C'est pas une question de solidarité, c'est une question de bon sens. Là, je vous donne un exemple concret. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un domaine très connu en Bourgogne, qui est une référence pour son appellation. Et le directeur commercial, donc d'une part, a appris les nouvelles, ce qui est toujours agréable. Donc, j'ai parlé du marché. Il m'a dit, voilà, nos allocations pour 2018 sont prêtes, mais étant donné la situation, on comprend très bien si cette année, vous voulez vous renoncer à les prendre. Je lui ai dit, ben, envoie-les-nous et puis on verra en fonction de cette allocation. Et il nous a dit, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez, etc. Bon, finalement, on a tout pris, parce que c'était une petite allocation, on sait qu'on pourra la vendre, mais c'est ce genre de choses, alors adaptées pour chaque situation, qu'il faut entreprendre. Alors que certains autres vont être beaucoup plus directs, ils vont envoyer, comme si de rien n'était, leur allocation, comme l'an dernier, voire l'augmenter, sans tenir compte du tout du contexte, ce qui est un peu méprisant par rapport à leurs clients. Donc je pense qu'en ces temps difficiles, la communication est quelque chose d'essentiel et elle va permettre de voir quels sont avec qui on va mieux travailler, avec qui on va mieux se comprendre. Et c'est à partir de là où des partenariats vont pouvoir se nouer ou se renforcer ou alors se distendre. Donc, si j'avais un conseil à donner aux producteurs, aux négociants, c'est de faire attention à leur communication et dans une période où on est quand même pas, où on est beaucoup moins sollicité au niveau temps, où on a le temps de faire des choses, mettre de la qualité dans la communication. Pas nécessairement en faire beaucoup. Il y a des producteurs, des domaines qui ont envoyé tous les 2-3 jours qui parlaient de leur terroir, qui nous faisaient un rapport sur la météo, tout ça. Bon, si vous avez le temps, c'est bien, mais bon, c'est un peu exagéré. Moi, je trouve que dans ces temps de crise, la communication est essentielle. Bien, je vous remercie pour votre témoignage. Nous allons passer aux questions. Une question d'abord sur l'Australie de Romain Dio. Il nous demande si les deux géants Coles et Woolworths ont annoncé leur stratégie par rapport à la sortie de crise.
Alors, Coles et Woolworths, qui en effet sont les deux géants de la vente et de la distribution de produits alimentaires et via leur filiale spécialisée pour la vente de boissons alcoolisées, parce qu'en Australie, la vente de boissons alcoolisées est interdite en supermarché. Donc, ce sont des bottle shops affiliés à ces leaders de la grande distribution qui assurent la vente. Pas d'annonce de stratégie particulière. On est en contact régulier avec eux. Pour l'instant, leur focus, c'est de s'assurer du flux d'approvisionnement. Comme je l'évoquais tout à l'heure dans la présentation, les conditions logistiques sont un petit peu particulières en ce moment, et leur crainte, c'est de ne pas avoir assez de stock pour répondre à une demande qui a été vraiment énorme et beaucoup plus que ce qu'ils n'anticipaient, et qui risque de rester encore assez forte. Donc, pour l'instant, ils sont vraiment préoccupés par ça, assurer les stocks, avec une difficulté pour tout ce qui est importation, puisque les difficultés de transport et d'approvisionnement touchent particulièrement les produits qui viennent de l'étranger. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, j'espère. Romain, si vous avez besoin de davantage de précision, n'hésitez pas à nous envoyer une autre question. Il en avait d'ailleurs, Romain avait d'ailleurs une seconde question. Est-ce qu'il y a des chiffres sur l'impact du Covid sur les ventes en Australie? Est-ce que par canal, par approvisionnement, par couleur, est-ce que vous avez des chiffres précis sur les derniers mois? Non, pas encore. On a des sondages en fait pour l'instant, mais pas encore de chiffres qui permettent de vraiment répondre précisément à cette question. Je pense qu'on devrait en avoir dans les 15 prochains jours, je l'espère. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien encore. En tout cas, pas à ma connaissance. Il y a une question pour Juan. Plusieurs personnes n'ont pas bien compris quand se mettra en place l'accord de libre-échange, quand est-ce qu'il a été signé et quand il se met en place. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les choses, s'il vous plaît, Juan? Oui, ok. En fait, l'accord de libre-échange a été signé le 30 juin 2019 à Hanoï. Et en fait, ils ont été ratifiés le 12 février 2020 par le Parlement européen. Maintenant, on attend encore du Parlement vietnamien, et je pense que ça va pas retarder une fois qu'on a commencé la reprise. Et on espère bien que il sera rentré en vigueur à la fin de cette année. D'accord, merci. Une question de Jean-Christophe Bernadin qui n'a pas tout à fait bien compris la réglementation en matière de vente de boissons alcoolisées en Thaïlande. Il demande pourquoi en fait il y aurait eu un doublement des ventes en GMS et dans le même temps qu'il y ait des ventes interdites dans le circuit HoReCa. Donc il demande des précisions en fait sur les ventes des boissons alcoolisées, sur la réglementation de Covid. Oui, en fait, c'est tout simple, comme Jérôme a déjà expliqué un petit peu tout à l'heure, que on n'a pas le droit de vendre des boissons alcoolisées au restaurant pour éviter pour éviter les gens à rassembler dans un même endroit. Donc, on a autorisé de vendre des boissons alcoolisées au magasin surface, supermarché, pour que les gens puissent acheter et consommer à la maison. C'est pour ça la vente dans les magasins surface est en double, parce qu'on ne peut pas boire les boissons alcoolisées ailleurs, au resto ou au bar, comme d'habitude. Alors, il y a des questions autour de l'utilisation du web au niveau commercial. Il y a une question de Julien Léris qui demande si les prospects sont habitués à faire des testings par visio. Il y a aussi une question de Yongman Shin qui demande quels sont les sites de vente en ligne les plus actifs au Vietnam et en Thaïlande. Alors, on va commencer pour ces deux questions par le Vietnam. Est-ce que vous pouvez nous répondre?
Oui, sur le site, en fait, ce sont les sites des producteurs, des importateurs de vin qui créent le site et qui vendent en ligne. Mais à part ça, on a aussi la ligne comme Shopee, Lazada qui commence petit à petit à vendre de ces produits en ligne. D'accord. Et Parce que pour les prospects, est-ce qu'ils sont habitués à faire des testings en visio? Jusqu'à maintenant, c'est pas encore le cas. Ils n'ont pas l'habitude de faire les tests en visio, mais puis après, il faut qu'on commence, qu'on l'éduque petit à petit, parce que avec la situation actuellement, on peut pas faire d'autres choses à part les tests en visio, en fait. D'accord. Et en Thaïlande, Moine Fan, qu'en est-il? Oui, c'est plus ou moins presque la même chose qu'au Vietnam. Bon, les importateurs, eux, ils ont le site Internet. Bon, je parlais plutôt des grands importateurs hein, qui peuvent créer enfin, promouvoir la vente en ligne plus que les petits importateurs. Et puis, les importateurs, ils font souvent la promotion. Ici, à la Thaïlande, on joue beaucoup des médias sociaux. Donc, ils font beaucoup de pubs vers les médias sociaux comme Instagram. Je vois régulièrement le pop-up d'un importateur de vin en Thaïlande qui, avec une promotion de livraison gratuite, je vois ça presque tous les jours. Et puis, les ventes, par contre, les ventes sur le Lazada et Shopee, je ne sais pas, je ne sais pas encore vu qu'il y a le vin. Est-ce que Jérôme, tu as déjà vu ça sur les plateformes comme Lazada et Shopee pour les vins? Oui, alors la plateforme qui vend le plus de vin, à ma connaissance, s'appelle Wine Now Asia. Wine Now Asia. Il y a aussi The Bottles. Il y en a une vingtaine en tout. Qui vendent. Le problème, parce qu'on a étudié, j'ai fait une étude là-dessus dernièrement pour utiliser ce canal. Le problème, c'est que la réglementation. En fait, des Tops, par exemple, Top Supermarket ou certains autres, les seuls qui sont légaux, ils montrent des bouteilles vides avec juste nom. Ou alors, comme Bixi, qui a donc sont des hypermarchés, ils montrent un logo avec un warning disant attention, interdit au moins de 20 ans d'acheter, et en dessous le nom du vin. Parce que c'est comme pour les cigarettes, normalement, selon la loi, on n'a pas le droit de montrer les produits. C'est très, très réglementé. Et il y a 2 jours, il y avait un article, il y a des gens qui commencent, ils appellent à la délation, et il y a des acteurs qui commencent à avoir des amendes, justement, pour avoir présenté les produits. Même des étiquettes, certains présentent des étiquettes, normalement ce n'est pas autorisé. Donc on est dans une zone grise et il faut être relativement prudent. Donc on ne peut pas dire encore que c'est l'avenir parce qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes et il faut faire très très attention pour la mise en place de ces outils de vente en ligne. Bien, la zone ASEANO est une zone de prospection bien avant la crise du Covid et certains opérateurs se préparaient à aller démarcher ces marchés. C'est le cas de Yves Hamel. Yves, vous pouvez nous expliquer votre situation et nous poser votre question? Bonjour Yves, vous avez la parole. Yves, est-ce que vous nous entendez? Vous prévoyez de partir à l'automne prochain en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hong Kong et vous demandez s'il faut maintenir ce déplacement. C'est bien ça? Bien, alors je vais poser la question pour vous alors à nos experts. Est-ce que vous pensez que vu la fermeture des frontières, les opérateurs doivent maintenir leur déplacement sur vos zones respectives? Armelle?
Alors sur l'Australie, on n'a vraiment aucune visibilité sur la date de réouverture des frontières, en particulier de réouverture à la France. On parle pour l'instant de réouverture ciblée sur certains pays, et ce sont plutôt des pays d'Asie, et surtout de réouverture soumise à confinement à l'entrée, à quarantaine d'au moins 15 jours. Donc, venir pour un déplacement de quelques jours avec une quarantaine de 15 jours, c'est un peu compliqué. Réouverture sans quarantaine, rien ne garantit que ce sera possible avant la fin de l'année. Donc, sur le principe, c'est évidemment intéressant et important de maintenir l'idée de venir sur ces marchés. D'ici fin 2020, je suis assez peu optimiste sur le fait que les frontières réouvrent avant novembre-décembre cette année. En revanche, et pour répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, en Australie, des dégustations virtuelles, c'est quelque chose qui peut tout à fait être envisagé. Donc voilà, c'est peut-être l'option à prendre si vous êtes pressé de venir sur le marché. Désolée pour cette réponse assez peu précise, mais personne aujourd'hui n'a de visibilité et les déclarations du gouvernement et du Premier ministre sur l'ouverture des frontières restent aujourd'hui vraiment des déclarations très très prudentes avec un discours qui est on ne parle pas de réouverture des frontières avant plusieurs mois et vraisemblablement pas avant la fin de l'année. Moine Fan, vous avez plus de visibilité? Oui, mais en octobre, c'est ça que... En fait, déjà, on a une mission prévue en octobre et c'est dessus confirmé, en espérant que, pour la Thaïlande, en espérant qu'il y a la ouverture de frontières sera fait en juillet. Mais on ne peut pas garantir ça aujourd'hui, mais on espère, le gouvernement espère qu'on peut réouvrir, les vols se prennent, se fonctionnent comme, pas comme normal, mais 50%. Et au Vietnam, Juan, j'imagine que c'est aussi assez délicat de répondre. Oui, effectivement. En fait, au Vietnam, notre pays, on commence à reprendre le rythme normal, mais puis en fait, la frontière, on ne sait pas quand ça sera ouvert totalement. Il y a des vols prévus en juillet, mais on ne sait pas si à ce moment-là, ça sera totalement ouvert ou non, parce que ça dépend de la situation des autres pays aussi. Pour voir s'ils contrôlent bien l'épidémie ou des choses comme ça. Non, rien est sûr en ce moment. Mais comme Moon Fan a dit, nous aurons notre événement qui aura lieu en octobre pour Thaïlande, Vietnam et Myanmar. Et on espère vraiment bien que début l'automne, les frontières réouvront. Ok, une question pour l'Australie de Robert Oustric. Il nous dit qu'il a lu que les wine shops avaient été obligés de contingenter les ventes devant l'afflux des demandes. Est-ce que c'est vrai ou faux, Armelle? C'est tout à fait vrai, mais le contingent est quand même assez peu restrictif vu que c'était 2 bouteilles par jour et par personne, mais en fait 2 bouteilles par passage en caisse, 12 bouteilles de bière, je crois, par jour et par personne. Bref, il y a eu effectivement l'annonce d'un contingent avec des chiffres, mais dans les faits, c'est très peu restrictif. Et ce contingentement devrait vraisemblablement être levé prochainement. Donc peu restrictif dans les faits. C'était vraiment pour éviter les abus, des abus potentiels. D'accord. On va tenter de donner la parole à Anne Moreau. Anne, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour Anne. Bonjour Anne, vous êtes là? Bonjour. Bienvenue. En fait, oui, bonjour, merci. Bonjour à tous et à toutes. En fait, moi, je rebondissais par rapport à l'intervention de Armelle du fait concernant l'ouverture de frontières ou pas.
tout simplement parce qu'on a eu un salon qui nous a été proposé, dont vous avez peut-être entendu parler, par Béthane de Sauve, qui s'ouvre énormément à l'étranger. Ils sont déjà très présents en Chine, mais là, ils se développaient plus vers l'export, vers les autres pays. Et en l'occurrence, ils nous proposent un salon début novembre sur Melbourne, pour être précise. Donc, j'étais à 2 doigts de m'inscrire, mais je pense qu'au vu de ce que vous venez de dire, je vais plutôt réserver ma réponse pour une autre période, parce que ça va pas pouvoir se faire. Alors, le salon lui-même, il est possible qu'il se fasse, puisque dans les mesures qui sont annoncées, l'autorisation de manifestation et de rassemblement de plus de 100 personnes pourrait être possible à échéance automne pour les Français. Donc, le salon lui-même, il est possible qu'il ait lieu. En revanche, en effet, l'ouverture aux participants étrangers, en particulier européens et en particulier français, me semble assez peu probable, ou en tout cas non assuré. C'est vrai que pour les Chinois, c'est possible que eux bénéficient de mesures d'ouverture différentes. Le partenariat commercial et global entre la Chine et l'Australie étant très très fort, il est possible que la Chine bénéficie de mesures d'ouverture. Donc, d'où la position peut-être de cet acteur. Mais pour les Français, ouais, vraiment ma recommandation, c'est d'attendre au moins quelques semaines, voire quelques mois pour donner votre réponse. Je pense qu'on y verra plus clair en juillet, mais pas avant. Bien, on va prendre une dernière question, celle de Sophie Bossart, une question d'ouverture pour terminer. Elle se questionne sur l'ouverture des importateurs à la prospection. On va commencer par Juan. Est-ce que vous ressentez un intérêt pour de nouveaux produits? Oui, le marché vietnamien est toujours à la recherche de nouveaux produits. J'ai questionné quelques importateurs. Ils m'ont dit qu'ils cherchent toujours le nouveau produit, mais petit à petit à la reprise. Et ils espèrent de bien pouvoir progresser pour pouvoir attaquer d'ici jusqu'à la fin de le nouvel an lunaire. Donc, je pense qu'il y a toujours des opportunités chez nous. Sauf que maintenant, comme on ne peut pas venir sur place, et donc du coup, il faut faire des choses en digital. Et peut-être il faut aussi imaginer des dégustations digitales, ce que les Vietnamiens n'ont jamais fait, mais ça ne veut dire pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, on peut essayer en fait. Et vous, Jérôme? Eh bien, je serai plus nuancé. Alors c'est vrai que tout à l'heure je disais que les cartes seront rebattues, mais par contre on a comme je vous le disais aussi, la période, la haute saison, c'était en décembre, janvier, février, on l'a totalement raté, tous, et on a encore des stocks conséquents. Donc il nous faudra déjà commencer à vendre une bonne partie des stocks pour pouvoir prendre de nouvelles références. Donc je pense qu'il faut être patient. Je reçois beaucoup de demandes, alors pas forcément de la France, mais ces derniers temps, surtout Espagne, Italie, tous les jours, j'ai environ une demi-douzaine, oui, entre 5 et 10 emails de producteurs. Et au point où j'arrive même plus à répondre, d'habitude je réponds toujours si c'est personnalisé par un mot, là j'arrive plus tellement j'en ai. Donc je pense qu'il faudra donner un peu de temps aux importateurs, ou le faire, continuer à prospecter, mais pas de façon qualitative. Essayer de voir les opportunités, mais pas le faire de façon massive, comme c'est fait beaucoup actuellement, parce que pour l'instant ça sert à rien, c'est clair. Il faut faire des avancées, et les petit à petit, et essayer de trouver des opportunités, mais de faire de façon très qualitative, et pas de façon massive en arrosant tout le monde de présentations, parce que ce sera contre-productif. Antoine, vous confirmez le témoignage de Jérôme? Oui, je suis d'accord avec Jérôme.
je parlais avec quelques importateurs pour l'instant. Eux, ils préfèrent attendre pour voir la situation parce que eux, ils savent pas encore quand, surtout le secteur Horeca, ils savent pas encore quand ça va revenir à la normale ou recommencer à faire les demandes auprès des importateurs. Donc, eux, ils ne peuvent pas faire une nouvelle demande donc, à la fin d'année. Donc, ils préfèrent attendre pour l'instant. D'accord, donc attendre encore quelques mois pour prospecter en Thaïlande et en Australie, Armelle. Alors, effectivement, mon sentiment rejoint ce qu'expliquait Jérôme, c'est-à-dire que pour l'instant, on est dans une situation où, d'une part, sur le secteur Horeca, il y a beaucoup de stocks à écouler et une reprise qui, en Australie, redémarre seulement et avec beaucoup de restrictions. Donc, la reprise totale de ce secteur, elle n'aura peut-être pas lieu encore avant un mois à peu près, ce qui veut dire qu'il y aura eu plus de 3 mois d'arrêt d'activité et donc beaucoup de stocks à écouler. Sur le secteur de la distribution GMS en particulier, le gros souci, c'est le souci logistique. Donc, c'est là avoir suffisamment de produits pour répondre à la demande. Donc, une ouverture sur le principe à des nouveaux produits, mais une attente d'avoir d'abord sécurisé la capacité d'approvisionnement et les délais d'approvisionnement avant d'aller plus loin. Donc, oui, ouverture, mais pas de rush, pas à court terme, et en effet, comme le disait Jérôme, c'est pas la précipitation ne jouera pas dans le bon sens. Il vaut mieux préparer le marché, arriver une fois qu'on a préparé aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire la communication, des informations en anglais, des packaging adaptés, etc., et venir avec ces arguments une fois que le marché sera prêt. Pas de rush et on risque rien à attendre un petit peu. C'est pas entre maintenant et dans 2 mois que les approvisionnements vont se faire. La grosse période chez nous aussi, c'est la période liée aux fêtes de fin d'année, donc décembre, ce qui veut dire que ce sont des appros qui vont se faire à partir du mois de septembre. Donc voilà, il y a le temps, pas de rush, mais bien préparer son offre et son approche du marché. Merci. Donc, on va prendre les 3 prochains mois pour bien affiner son packaging, sa communication et réengager les échanges commerciaux à partir de septembre. On aura bien compris. Sachez que désormais, vous pouvez télécharger la présentation qui vient de vous être diffusée. Elle est disponible dans la console qui est à droite de votre écran. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je voudrais d'abord vous remercier tous pour la qualité de vos questions et remercier nos intervenants pour toutes les informations utiles qu'ils ont partagées avec nous. J'espère que vous avez trouvé des idées pour créer votre stratégie de sortie de crise. Le prochain épisode de nos webinaires a lieu le 14 mai à 13h30 et il sera consacré à l'Inde. C'est un marché dynamique où les taxes ont pour l'instant freiné les investissements français, mais il y a de nombreuses opportunités à saisir. Je vous demanderai de bien vouloir partager ces webinaires autour de vous, auprès de vos contacts, auprès de vos collègues. Sachez qu'ils sont en ligne sur Vitisphère le lendemain de leur réalisation. Après nous être quittés, vous pourrez remplir un petit questionnaire de satisfaction. S'il vous plaît, dites-nous tout ce que vous avez dites-nous ce que vous avez pensé de ce webinaire. Voilà, c'est le moment de nous séparer. Je vous dis au 14 mai, 13h30, à jeudi. Et d'ici là, profitez bien de ces premières heures de déconfinement et portez-vous bien. À bientôt.